Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal d'ICJ News. Aujourd'hui s'achève à Cournon d'Auvergne cette 34e édition du Sommet de l'élevage. C'est donc l'heure du bilan. Ce salon a-t-il été à la hauteur des attentes de l'organisation? Nous en parlerons dans cette édition. Voici les titres. Vous les voyez de plus en plus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des agri-influenceurs, des femmes et des hommes qui produisent du contenu en ligne pour redonner une image plus moderne du monde agricole. Après 4 journées d'animation, le sommet de l'élevage touche à sa fin. Benoît Delalloy, commissaire général du salon, nous a accordé dans ce journal un entretien exclusif pour tirer le bilan de cette 34e édition. Enfin, nous n'oublions pas les animaux qui seront mis une fois de plus à l'honneur dans ce journal. Aujourd'hui, les caméras seront tournées du côté des chiens de troupeau. Mais pour ouvrir cette édition, intéressons-nous à la loi du plomb. Elle prévoit la réintroduction de certains pesticides et continue de diviser la société française. Quelle est la position des experts présents au sommet sur un sujet qui reste tabou au sein de la filière? Margot Ferrer et Maxence Bianchi ont mené l'enquête. Pour ce dernier jour du sommet de l'élevage, nous avons posé un sujet sur la table, la loi du plomb. Pour rappel, cette loi vise, je cite, à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Elle a été proposée par Laurent Duplomb, sénateur de Haute-Loire. Le sujet a profondément inquiété les Français avec entre autres la question de la réintroduction d'un pesticide controversé. Nous avons enquêté. Le pesticide en question est un néonicotinoïde appelé acétamipride. Un produit dangereux pour la santé selon certains experts, mais également particulièrement nocif pour les insectes pollinisateurs. On sait aujourd'hui que les produits à base de nicotinoïdes sont des produits très toxiques pour les abeilles. C'est un fait. Il faut protéger les insectes pollinisateurs. Moi, je suis apiculteur et personnellement, des traitements qui sont faits sur des cultures impactent fortement mon rucher. Les abeilles, elles sont complètement perdues. Après, elles n'arrivent plus à se géolocaliser. On a des abeilles qui tournent dans tous les sens, qui ne retrouvent plus la ruche. Et puis des abeilles, quand elles ont absorbé une quantité de produits trop importante, qui finissent par en mourir, parce que c'est un produit toxique, quoi. Une pétition demandant l'abrogation du texte a recueilli plus de 2 millions de signatures. Résultat, la loi du plomb a été adoptée au mois d'août avec une censure de la réintroduction de l'acétamipride par le Conseil constitutionnel. Un compromis qui n'apaise pas pour autant les défenseurs et les détracteurs de cette loi. Ça anime les débats, forcément, de diverses façons, dans divers cercles amicaux et professionnels. La bio correspond aussi à mes valeurs et le fait d'utiliser des pesticides, d'utiliser des engrais de synthèse, d'utiliser de façon plus régulière des antibiotiques, c'est pas quelque chose qui me paraît nécessaire, ni qui me paraît bien fondé pour la production alimentaire d'un pays. C'est davantage une loi qui serait destructrice pour le monde paysan français. Du côté de cet éleveur bovin, la transition écologique est importante, mais fait peser trop de contraintes sur l'agriculture française. Sur l'ensemble de la loi du plomb, je pense qu'elle était nécessaire. On est incapable politiquement aujourd'hui de nous expliquer de quel type d'agriculture on veut pour demain. Par contre, ce que nous, on subit en tant qu'éleveurs au quotidien, c'est cette pression que l'on peut avoir sur un plan environnemental. Alors je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais je dis que ça arrive un peu trop vite, un peu trop radicalement, et que c'est compliqué pour des éleveurs qui ont des méthodes qui sont pas récentes. Nous avons tenté de donner la parole aux visiteurs, mais beaucoup n'ont pas voulu se prononcer. En se baladant dans les allées du salon, seulement une personne nous a répondu. La loi était bonne puisqu'elle autorisait les trucs qui sont utilisés partout en Europe. Et on interdit à nos agriculteurs français de l'utiliser et on importe des pays d'Europe où ils l'utilisent à fond. C'est une fausse concurrence, on marche sur la tête. Dans ce débat, les opinions sont mitigées entre les pour et les contre des éleveurs, mais ils s'accordent tous sur un point, ils souhaitent que les politiques trouvent un compromis. Il faut l'interdire, mais il faut demander son interdiction partout en Europe. Il ne faut pas qu'il y ait une Europe à 2 vitesses en matière de normes environnementales. Évidemment, la responsabilité de la majorité, du président de la République et du futur gouvernement, c'est de tout faire pour qu'on s'aligne par le haut et que les normes environnementales rejoignent ce qui s'est fait au niveau français. Il s'agit de relever les normes environnementales et non pas d'aller les tasser. Donc d'avoir un alignement par le haut et non pas d'avoir un alignement par le bas. Ici, au sommet de l'élevage, la loi du plomb reste un sujet tabou pour la plupart des éleveurs et des citoyens. L'affaire sur l'acétamipride n'est pas close puisque ce pesticide est autorisé dans l'Union européenne jusqu'en 2033 et est présent dans de nombreux produits importés. Une chose est certaine,
le débat ne s'arrête pas aux portes du sommet de l'élevage. Ils se font une place de plus en plus visible sur les réseaux sociaux. Ceux qu'on appelle les agri-influenceurs partagent à travers des publications et des vidéos leur quotidien. Une façon de moderniser l'image du monde agricole. Un reportage de Chian Oriol et de Lucas Lemercier. Je vais vous montrer comment je pique mes... Ils sont des milliers à les suivre. Dans une société toujours plus connectée, les incontournables du sommet de l'élevage 2025, ce sont eux, les agri-influenceurs. Mais alors, bottes aux pieds, smartphone en main, quel est leur but ? L'intérêt, c'est vraiment d'expliquer ce que moi je faisais tous les jours sur l'exploitation. L'intérêt, c'est que je ne rentre pas trop dans le technique, de telle façon que tous les gens comprennent. J'ai une grosse partie des gens qui me suivent qui sont du monde agricole, mais aussi des gens qui ne connaissent pas, du grand public. Et l'intérêt, c'est de leur expliquer ce que je fais, ce qu'est l'agriculture française aujourd'hui, toutes ses qualités, je dirais, environnementales, qualitatives, la production. Puis je parle de tout, du bien comme du mal, quoi. Un contenu qui semble davantage toucher les jeunes. Moi, c'est juste pour découvrir de nouvelles pratiques agricoles, des expérimentations en général. Je trouve que c'est assez intéressant. Les réseaux sociaux sont vachement utilisés par les jeunes et c'est important de sensibiliser les jeunes aussi au milieu agricole actuellement et qui ne regardent pas forcément les infos ou alors le journal par exemple. Moi, je sais que j'aime bien regarder surtout parce qu'ils changent un peu leur façon d'expliquer comment ils font leur agriculture et tout ça. Et ils font aussi avec une touche un peu d'humour et tout. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne retrouve pas dans les médias autres que sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'aime bien regarder aussi pour ça. Derrière la caméra, le dialogue apporte à chacun. Il y a pas mal de monde qui m'envoie des messages, j'essaye de répondre quand j'ai le temps. Et également, c'est vrai que si on parle des commentaires, on apprend aussi bien de la communauté que eux apprennent de nous. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un exemple. La preuve, moi, j'y ai réussi vraiment par hasard, par passion. Et c'est pas réussi parce que j'étais le meilleur. Donc c'est vraiment un échange en fait. Face à l'engouement, les professionnels restent également attentifs. Alors effectivement, pour le moment, on a une communication un peu plus professionnelle et institutionnelle, mais on se penche à ces jeunes youtubeurs, etc., pour toucher nos jeunes agriculteurs qui, eux, ont d'autres moyens de communication. Sur les réseaux, les agri-influenceurs labourent à leur manière un nouveau sillon, la communication agricole. Clap de fin pour le sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne. Quel bilan tirer de cette 34e édition? Les réponses de Benoît Delalloy, commissaire général du sommet, dans une interview de Enzo Amiro. Bonjour Benoît Delalloy. Bonjour. Vous êtes que commissaire général du sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour du sommet. C'est l'heure du bilan. Êtes-vous un commissaire général heureux? Globalement plutôt oui, parce que vu le contexte sanitaire qu'on ne présente plus, au vu des chiffres et de l'ambiance qu'on a vécu ces 3 derniers jours, c'est le dernier, mais oui, l'ambiance est plutôt bonne, les gens ont répondu présent, les exposants ont l'air tout à fait satisfaits, le temps était de la partie, les visiteurs étrangers étaient nombreux, donc oui, on peut dire que globalement c'était une très belle édition encore une fois, au vu du contexte. L'année dernière, l'événement avait attiré 120 000 visiteurs, cette année la fréquentation était à la hauteur de vos attentes? Ça, je vous le dirai ce soir. Comme on dit dans notre jargon, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Là, pour être tout à fait honnête avec vous, sur les 3 premiers jours, on a une petite baisse de 10%. Mais on nous aurait dit ça il y a quelques semaines, on aurait signé. Parce que c'est vrai que nous n'avons pas de bovins cette année, donc on pouvait craindre effectivement une baisse plus drastique des visiteurs. Mais moins 10% finalement, c'est pas catastrophique, donc ça veut dire que 90% quand même sont venus. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à voir et à faire sur le sommet d'élevage. Entre les 1770 exposants, c'est quand même un record. Donc il y a une offre de matériel énorme, 157 conférences, donc là aussi un programme de conférences jamais inégalé, des visites d'élevage pour les visiteurs étrangers, des événements festifs tous les soirs. Donc en fait il y a énormément de choses à faire au sommet. Donc, et puis sans oublier les présentations animales de moutons et de chevaux qui eux étaient au complet. Donc voilà, certes c'est frustrant et on est un petit peu déçu bien sûr qu'il n'y ait pas eu de bovins. Mais encore une fois, il y a tellement d'autres choses que finalement le public a répondu présent, donc oui, on peut être satisfait. Et est-ce qu'on peut craindre pour les années à venir que ces maladies soient toujours plus présentes et qu'il faille envisager des salons sans aliments? Alors, on n'ira peut-être pas jusque-là, non, mais c'est sûr que le dérèglement climatique, nous interroge. Et il y a encore de nombreuses maladies dans les pays tropicaux qui pourraient arriver en Europe dans les prochaines années, c'est sûr. Maintenant, il existe des vaccins, il y a des protocoles sanitaires qui sont mis en place.
donc on les respecte. Après voilà, un sommet d'élevage sans animaux, non, là on l'envisage pas pour l'instant. Le Maroc était pays invité cette année. Quel bilan tirez-vous de cette collaboration? Est-ce que vous avez déjà des idées pour le PO de l'année prochaine? Alors, oui, donc le Maroc était notre pays à l'honneur, donc ça s'est très très bien passé. On avait environ 150 visiteurs marocains, professionnels et institutionnels, dont le ministre de l'Agriculture qui est venu le premier jour. Donc avec un stand magnifique, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, donc je vous invite à aller dans le hall d'accueil. C'est le plus grand stand du sommet d'élevage, stand marocain, stand intérieur. Donc une très belle délégation, un beau programme, des accords de coopération qui ont été signés donc pour des partenariats, notamment sur la génétique ovine, bovine également. Donc on est très satisfait de notre collaboration avec le Maroc. Et quant à l'année prochaine, donc on y travaille, j'ai pas de scoop encore, mais simplement pour vous dire que 2026 sera l'année mondiale des pâturages et du pastoralisme, donc décrétée par l'ONU. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir plusieurs pays à l'honneur, voire un pays par continent, où chaque pays viendrait donc illustrer le pastoralisme sur son continent. Donc là voilà, on va être passé le sommet 2025, on va commencer à contacter les différents pays cibles pour les inviter à participer l'an prochain. En 2025, c'est aussi une année des records. 1779 exposants, dont 310 internationaux et 160 conférences sur 4 jours. Comment continue-t-on à se renouveler et à aller encore plus loin? Un salon, c'est un petit peu, j'ai coutume de dire, un peu comme un parc d'attractions. Il faut constamment avoir un petit peu de nouveauté, se renouveler pour ne pas être dans la routine, sinon ensuite les visiteurs se lassent. Donc il faut être innovant. Donc on est maintenant sur le digital avec notre comptoir des éleveurs, donc une plateforme digitale pour faire vivre le sommet toute l'année. On a ces conférences, ces animations. Il n'y a pas de projet de nouveaux bâtiments par exemple? Si, bien sûr. Je vous rappelle que le projet initial du parc exposition, c'est 3 halles. Donc pour l'instant, on en a fait 2. Donc là, on milite pour avoir une 3e halle dans les prochaines années. Donc voilà, je pense que c'est en bonne voie. Mais après, voilà, il y a le temps économique et il y a le temps politique. Et encore une fois, donc là, ça dépend des décisions du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, on y travaille. D'accord. Et dernière question très rapidement, c'est quoi votre programme pour les prochains jours? Dormir, j'imagine? Oui, un peu, oui. Alors pas tout de suite, enfin un petit peu ce week-end, mais la semaine prochaine va être quand même intense, mais avec beaucoup moins de pression, parce qu'il y aura beaucoup moins d'urgence. Mais voilà, et tout ça, il va falloir quand même le démonter, le ranger, ça va être l'heure des bilans. Et un petit peu de repos quand même à la fin du mois, ça fera pas de mal. Ouais. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Benoît Demagod d'avoir été avec nous pour nous faire le bilan de cette 34e édition du sommet d'élevage. Avec plaisir, merci. Ils ne sont pas les vedettes de ce salon, mais leur présence est primordiale. Ils sont là pour vous accueillir, vous guider, vous renseigner et même parfois vous soigner. Camille Chab et Naofel Lepti ont tendu leur micro aux équipes qui travaillent dans l'ombre pour organiser ce sommet de l'élevage. On les croise sans pour autant leur prêter attention, mais vêtus d'un t-shirt bleu et pancarte à la main, 96 jeunes sont présents durant les 4 jours du sommet pour guider les nombreux visiteurs. Alors nos rôles, c'est par exemple tenir cette pancarte comme celle-ci, où on va faire scanner le QR code aux gens pour qu'ils installent l'application MySommet. Et d'aider aussi en général les personnes sur le sommet à se repérer, indiquer les halls, les salles de conférence, etc. Également mobilisée aux différents points d'accueil, l'école VET AgroSup s'est organisée afin de répondre au mieux aux besoins avec la présence des élèves de 2e et 3e année de BTS. Je gère le groupe d'étudiants de ma promo, de la promo en dessous, qui travaillent sur différents postes répartis un peu partout sur le sommet de l'élevage. Donc on est sur des postes là, juste derrière à l'accueil, pour indiquer aux gens, répondre à leurs questions sur le sommet. L'organisation de l'événement, ce n'est pas seulement l'accueil des visiteurs, mais aussi la garantie de leur sécurité. Avec 5 binômes mobiles en plus d'une équipe ambulance et infirmerie, l'Union départementale des sapeurs-pompiers veille au bon déroulement du sommet. On fait uniquement la partie secours à personne, donc ça va de l'assistance pour le petit bobo jusqu'à l'arrêt cardiaque. Après, pour tout ce qui va être des opérations diverses et interventions incendie, on a une équipe incendie par le service départemental qui gère cette partie-là. Il faut qu'on soit visible parce qu'en cas de problème, il faut qu'on nous trouve directement. Mais par contre, le moins d'internes on fait, le mieux c'est. S'ajoute à tout cela 200 personnes employées par une société de sécurité qui assure l'ordre sur l'équivalent de 31 terrains de football. Des brebis aux chevaux en passant par les alpagas, on aura vu tous les animaux de ce sommet, enfin presque, il n'en reste plus qu'un, les chiens de troupeau. Un reportage de Selim Ben Abdallah et de Camille Le Guen.
Il est devenu presque indissociable des pâturages. Le chien de troupeau est l'allié hors pair des éleveurs et bergers. Plus que de simples compagnons, leur rôle d'encercleur rabatteur est essentiel à la bonne conduite des troupeaux. Un chien de conduite, quand il est bien mis en place, qu'on a une bonne relation avec son troupeau, c'est quasiment une seconde personne sur l'exploitation. Voilà. Donc ça aide à manipuler les animaux au quotidien, les déplacer, que les manipulations soient prévues ou imprévues. Quand le troupeau a bien identifié l'équipe maître chien, on va pouvoir faire tout ce qu'on a à faire avec ces animaux en toute sérénité, sans stress. À l'Institut de l'élevage, on forme les éleveurs au dressage de jeunes chiens de troupeau. Angel, 5 mois, est en cours de formation. Elle participe aujourd'hui à une démonstration grandeur nature. Le but, stimuler les aptitudes naturelles des chiens de troupeau. Dans les démonstrations qu'on propose ici sur Sommet d'élevage, l'idée c'est de décomposer un petit peu les différentes phases depuis un jeune chien qui découvre le troupeau, la raison pour laquelle on met les animaux dans un enclos de dressage, un enclos circulaire autour duquel on fait tourner les jeunes chiens pour qu'ils puissent laisser libre cours à leurs instincts, parce qu'il s'agit d'instincts avant tout. Slalom, coupure de troupeau et rabattage de brebis, un spectacle que de nombreux spectateurs viennent découvrir avec fascination. C'est surtout au niveau du travail de ce chien et de ces chiens, il y en avait 2, qui est absolument fantastique. J'ai pas l'habitude de voir des chiens qui mènent un troupeau de brebis, c'est la première fois que j'assiste à ça. C'est divertissant parce que je savais à peu près comment ça fonctionnait, mais c'est vrai que assister à ça, surtout avec des jeunes chiens, parce que le chien que j'ai vu, il avait 2 ans, même pas 2 ans, donc assister à ça avec des jeunes chiens, c'est pas mal. Au final, pas beaucoup d'action pour la jeune Angel, qui a plutôt laissé la vedette à ses aînés, Joss, Moss et Sean. Il faudra encore un peu de formation pour que la Border Collie soit opérationnelle dans les prairies. La tonte des brebis, une démonstration phare de ce sommet de l'élevage, des gestes techniques et physiques, mais aussi essentiels pour le bien-être des animaux. Vous allez comprendre pourquoi grâce à Angel Nivol et Clémence Raoul. C'est l'heure du relooking annuel pour les brebis de Marielle et Mathéo. Cette laine, elle n'a pas de mue naturelle comme la plupart des toisons des animaux sauvages. Donc on doit les tondre chaque année pour leur bien-être parce que c'est une pousse qui est continue. La tonte repose sur des gestes méticuleux, c'est une chorégraphie bien rodée, la méthode néo-zélandaise dite Bowen. En moins de 2 minutes, la toison tombe en un seul morceau. La difficulté est de gérer le tempérament de la brebis, sa taille et son poids. L'animal n'est pas attaché, tout repose sur la précision et la douceur du tondeur. Et donc ce sont ces pièces métalliques qui vont donc venir couper la laine. C'est très affûté, ça coupe vraiment beaucoup, donc il faut faire attention. Pour Mathéo Flandre, jeune éleveur de 22 ans, la tonte est devenue une véritable passion. D'abord curieux, il a appris le geste sur le terrain et veut désormais en faire son métier principal. Une manière d'allier autonomie et savoir-faire. J'ai été en apprentissage chez un éleveur qui tondait lui-même ses brebis. Et ça m'a plu. Et sur le fait d'être autonome sur son élevage, quand la tonte vous prend, elle vous gagne. Une démonstration qui ne laisse pas le public indifférent. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils assistent à une tonte. Et la précision du geste les impressionne, autant qu'elle les rassure sur le bien-être des animaux. Mon papa était content de venir assister à ça. Voilà, ça lui rappelle des bons souvenirs de son enfance. Oui. Et donc c'était fait avec beaucoup d'habileté et du respect de l'animal, donc on a beaucoup apprécié. Cette année, plusieurs tonnes de laine ont été récoltées sur le sommet de l'élevage, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette laine ne finira ni en pull ni en bonnet. En effet, les éleveurs en récoltent plus que ce qui pourra être utilisé. Le trop-plein termine donc à la poubelle. Vous ne pouvez pas les manquer, ils sont partout et de toutes les couleurs. Les sauts envahissent les allées du sommet. D'où viennent-ils? Comment se propagent-ils? Notre goth du jour, Juliette Balzer, est partie résoudre le mystère de cette étrange invasion. Bonjour, je suis la goth du jour et alors je vais vous faire découvrir mon obsession depuis le début du sommet, c'est-à-dire les sauts. Ils sont partout, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces sauts, les mystères des sauts du sommet édition 2025.
Est-ce que vous voulez des seaux aussi, vous? Ah ben oui, mais on n'en trouve pas. Là, j'allais voir Stéphane qui va vous raconter tout ça. Monsieur est occupé, attention. Ah, alors Stéphane, apparemment c'est vous qui distribuez les seaux? Oui, Alors, ils ont du succès ces seaux ou pas? Est-ce qu'ils ont du succès? mais vous me prenez au brûle-pour-point de cette manière-là, sans me prévenir. Allez chez Locaporte, la location qui vous emporte. On voit qu'il y en a de partout, de toutes les couleurs, on ne sait même pas la couleur où on pourrait s'orienter. Donc nous on a préféré les stylos. Alors, vous trouvez que c'est facile de se repérer ici? C'est compliqué, hein? Oui. On est d'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents à cause des seaux? Bonjour. Moi, si vous me donniez un saucisson et un seau en plus, peut-être que j'en prendrais un. Alors les seaux, il en passe beaucoup, mais S-O-T-S. Tout ce qui est donné, il faut y prendre. C'est quoi votre but, hein? Pour faire quoi après avec le seau? Pour sauter. Pour les champignons. À donner à manger aux bêtes. Est-ce que vous en avez un, bon? Bah pas encore, mais j'en cherche. Ah, update, j'ai fini avec un seau. Et bah moi j'ai eu un seau FNSEA. Est-ce que vous êtes jalouse de mon seau? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau mon seau? Oui, très joli. Hein. Vous voulez le même? Voilà. Moi on les remarque les gens avec leur seau dans la rue. Ça se voit quand même, c'est voyant. On est d'accord. Le journal ICJ News, c'est fini pour cette semaine. C'est avec le cœur lourd que je clôture la dernière édition de ce format. Merci au Crédit Agricole de nous avoir permis de tourner ce journal depuis leur stand. Et puis merci à vous, spectatrices et spectateurs, de nous avoir suivis tout au long de ce sommet de l'élevage. Nous nous retrouverons bientôt, je l'espère, pour de nouvelles actualités.